Il vient nous en parler. Aymeric Didé nous rejoint. Bonjour Aymeric. Bonjour. Directeur de la gestion de Pergame. Face au marché, vous allez rendre votre verdict dans un instant. Ce verdict que vous allez rendre, ce moment qu'on va vivre tous ensemble, est-ce que vous l'assumez ? Alors j'estime et je l'assume que les marchés financiers réagissent maintenant de plus en plus rapidement et de plus en plus violemment à toutes les nouvelles de court terme, alors que normalement, il faut plutôt avoir des visions à long terme. Pour vous, les marchés, là, et ils en font une nouvelle fois la preuve depuis une semaine, le début de ce conflit en Iran, les marchés sont de plus en plus court-termistes, trop court-termistes. Très court-termistes et de plus en plus volatiles, mais avec une certaine intensité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque nouvelle est analysée de plus en plus rapidement, y compris toutes les conséquences, numéro 2 et 3, c'est-à-dire un rang 2, rang 3, de façon un peu extravagante, et aujourd'hui ça augmente encore la volatilité. On a franchi quand même un cap, on le voit quand aujourd'hui on a un événement macroéconomique ou géopolitique, il est tout de suite impactant sur les marchés, mais également sur les dérivés secondes et troisièmes. Donc ça commence à avoir un peu moins de sens et difficile pour les investisseurs de se positionner, difficile de prendre les bonnes décisions, et ça milite par contre quand même pour adapter, mais sur des horizons de placement qui restent plutôt en phase avec ce qu'on doit attendre d'un placement sur les marchés actions. Donc des réactions qui sont difficilement exploitables pour l'investisseur aujourd'hui. Justement, quand on est investisseur, du coup, on fait quoi là ? On continue son DCA, on investit chaque jour, chaque mois, je sais pas, des investissements programmés sans regarder ce qui se passe, ou au contraire, faut ajuster, faut adapter, comment on fait ? On fait quelques ajustements à la marge. On reste sur ses allocations cibles, ouais. Parce que souvent, c'est un peu du bruit. Alors, quand on a un événement géopolitique aussi majeur que celui qu'on a eu en Iran, évidemment, on peut adapter, ajuster ses positions parce que la stratégie peut évoluer. Mais après, l'adapter immédiatement à chaque mouvement parce que Donald Trump parle ou parce qu'il y a un événement majeur, non. Ça, c'est des choses qui sont vouées souvent à prendre les portes de saloon, à surréagir sur les marchés et faire des bêtises. Donc, surtout, ne pas trop réagir sur ces mouvements-là. Là, les marchés, ils saisissent quoi ? Ils saisissent le hocher de Donald Trump. Il estime, Donald Trump, c'est ce qu'il disait hier, que la guerre pourrait se terminer très bientôt. Oui, la présidentielle en France, c'est très bientôt. Hein. Les Jeux Olympiques d'hiver dans les Alpes en 2030, c'est très bientôt aussi. Ça veut dire quoi, très bientôt ? Ça veut dire que c'est lui qui a déclenché la guerre et grosso modo, c'est lui qui va l'arrêter. Oui. Qui a la possibilité de l'arrêter. Voilà, c'est la seule chose que ça nous a Il aurait appris. pu dire aussi, on n'a jamais été aussi proche de la fin, le marché l'aurait acheté. Quoi. Oui, évidemment. Oui. Ça n'a pas forcément beaucoup d'impact fort. C'est presque plus le discours qu'il a vis-à-vis de la Russie qui est quelque part un petit changement fort dans les discussions, qui peut avoir des impacts plutôt intéressants, mais encore une fois, attention aux portes de saloon, c'est-à-dire que racheter aujourd'hui parce qu'on pense que la guerre est terminée et que ça va bientôt se terminer, c'est quelque part un peu peut-être les bêtises à ne pas faire, parce que, encore une fois, personne n'en sait rien et on n'est que sur une personne qui a dit quelque chose et on a compris que la consistance du discours n'était pas forcément des plus impactantes et des plus importantes pour les marchés. Plus solide peut-être, les propos du G7 hier. Les pays membres du G7 réfléchissent à libérer 400 millions de barils. Ça, c'est chiffré pour le coup, 400 millions de barils. Et le plus intéressant, c'est qu'à ce stade, les pays du G7 ont estimé qu'il y avait pas d'accord pour libérer ces barils, c'est-à-dire pas d'urgence en réalité. Et si urgence il y avait, on libérerait 400 millions de barils. C'est une forme de whatever it takes, quoi. Il y avait le whatever it takes de Mario Draghi monétaire, là une forme de whatever it takes énergétique en quelque sorte. C'est exactement, mais quelque part ça les marchés le savent déjà. On sait déjà que les crises énergétiques, c'est pas du tout la première qu'on connaît. On a eu beaucoup d'exemples. On a eu même, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, on a eu énormément d'impact sur les prix du pétrole. Donc c'est des éléments qu'on a et qu'on connaît. En plus, quand on parle de consommation de pétrole, ça fait partie des denrées qu'on peut encore trouver sur d'autres zones, même si évidemment, quand on est sur une des zones majeures, aujourd'hui, un conflit sur une des zones majeures, il y a quand même aussi beaucoup d'autres zones qui possèdent du pétrole. L'efficience énergétique aussi a changé la donne depuis 20 ans sur la consommation de pétrole. Donc attention à ne pas non plus, encore une fois, surréagir sur ces nouvelles-là. Et très intéressant, on en parlera tout à l'heure, à mon avis, l'impact du pétrole sur les valeurs pétrolières n'est pas toujours celui qu'on croit. Antoine. Comme l'impact du cours des minerais aussi sur les grands miniers. C'est loin d'être évident. Tout à fait. Mais pour revenir sur ce contexte pétrolier, je pense aussi qu'on paye une certaine forme d'incurie totale qui a été le soulagement de voir le marché tenir après la crise énergétique issue de l'invasion de l'Ukraine par la Russie,
après le bazar insensé qu'a mis le Covid sur la demande pétrolière mondiale, et le fait qu'après une période de oui, on va tout faire pour jamais se faire prendre de court, mais en fait, on n'a jamais rien fait. On n'a jamais renforcé sensiblement et de manière décisive les investissements dans les énergies alternatives et les énergies renouvelables en particulier. Ça ne s'est pas fait de la manière dont on avait prévu à l'origine. Et donc, du coup, à chaque fois, on paie l'incurie du moment, en fait. Et ça clôture chaque bazar énergétique de ce côté-là. Alors, c'est en partie, moi je partage pas forcément une partie parce que il y a quand même une partie qui a été faite. Aujourd'hui, quand on regarde la consommation de matières premières et d'énergie, l'énergie, il y a un tiers quasiment de l'énergie en Europe qui provient d'énergies renouvelables aujourd'hui. Donc oui, c'est là où il y a quand même eu un petit changement et des changements sur ces 15 dernières années qui impactent quand même toutes ces réactions qu'on a quand on a des chocs sur la matière première principale, historique, qui est le pétrole. Donc c'est là où... C'est-à-dire que si on était en 2000 ou dans les années 90 aujourd'hui, le choc de marché serait encore plus violent. Il serait beaucoup plus violent. Oui, sans doute beaucoup plus violent. À la seule différence que juste après, on a eu quand même le deuxième mandat de Trump qui a dit drill baby drill, et on a l'impression qu'au niveau mondial, mais même au niveau européen, on s'est mis à renoncer à toutes nos belles idées du côté de la conversion, de la transformation énergétique. On s'est mis à dire finalement le secteur auto, il n'aura pas à interdire les voitures thermiques en 2030. On est revenu quand même sur pas mal de choses, même si je concède, on a quand même fait une zone tampon sur un certain nombre de choses. Mais c'est vrai qu'on est obligé quand même d'y aller. Ils sont obligés de faire des concessions parce que ils sont trop rigoristes. L'Europe était beaucoup trop rigoriste dans ses souhaits. Évidemment qu'on peut pas tout changer tout de suite sur des investissements qui sont aussi importants et aussi stratégiques. Donc c'est pour ça que je suis pas si étonné. Aymeric, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Là, il y a des compagnies aériennes qui progressent fortement après avoir chuté, plongé la semaine dernière. C'est les compagnies aériennes européennes notamment. Pourquoi ? Parce que Lufthansa annonce que certaines de ces compagnies vont proposer des vols supplémentaires reliant directement l'Europe à l'Asie ou l'Afrique sans faire escale au Moyen-Orient. Et là, le marché se met à découvrir que tiens, avec les compagnies Emirati clouées au sol, Etihad, Emirates, Qatar Airways clouées au sol, les compagnies européennes ont peut-être une carte à jouer pour leur reprendre des parts de marché là. Petite revanche, petite revanche des compagnies européennes, en effet. Petite revanche aussi parce qu'ils sont beaucoup plus réactifs. Et ils sont aussi un petit peu malins. On le voit sur les histoires de dès qu'il y a les prix du pétrole qui montent, tout de suite on met des surtaxes et on profite pour augmenter les prix des billets d'avion. Donc pour le coup, ça a vraiment de l'impact direct sur le chiffre d'affaires. Et ça, ils s'en privent pas. Il faut être lucide là aussi là-dessus. Les compagnies aériennes ont bien compris que tout événement majeur leur permettra d'augmenter leurs marges. Et ça, ils savent de mieux en mieux le faire en Europe. Donc tant mieux, j'ai tendance à dire, pour les compagnies aériennes qui vont pouvoir réouvrir des lignes et augmenter leurs marges en augmentant leur prix. Même si on remarque quand même que les prix du pétrole spot ont monté très fortement, mais que les prix du pétrole à moyen terme n'ont quasiment pas monté. Donc c'est là où aujourd'hui les compagnies aériennes profitent d'un événement médiatique alors pas toutes. Air New Zealand a annoncé une hausse de ses tarifs, SAS, la compagnie nordique aussi. D'autres, au contraire, ont des couvertures qui leur permettent de ne pas encore les augmenter. Beaucoup, heureusement, gèrent bien leur kérosène et leur demande en énergie, heureusement. Et ça, ils savent très bien le faire aussi dans les compagnies aériennes. Alors on a aussi, parallèlement, et en plus de toutes ces actualités très géopolitiques, le reste. Renault a annoncé aujourd'hui son plan stratégique Renault. Il compte proposer... plus d'une dizaine de nouveaux modèles par an d'ici 2030. Plus d'une dizaine de nouveaux modèles par an. Tout à fait. Et puis surtout, orientés en dehors de l'Europe, en dehors de leur zone de la France, sur d'autres marchés. Donc c'est là où c'était assez intéressant parce qu'ils veulent essayer de se sortir du marasme dans lequel ils sont, qui est compliqué parce que c'est l'automobile, secteur très compliqué et surtout ultra concurrentiel avec des nouveaux entrants, je dirais même par centaines. Quand on regarde aujourd'hui en Chine, le nombre de constructeurs de véhicules, on parle de centaines de marques. Donc aujourd'hui, la concurrence, elle est vraiment là. Donc si ils veulent vraiment garder une place quelque part, il faut innover rapidement et sortir de sa zone de confort. Donc vous achetez la stratégie. Le titre Renault fait un peu moins bien que le CAC aujourd'hui. J'achète la stratégie, mais alors pas du tout le secteur et pas du tout la valeur. Malheureusement, le secteur de l'automobile, pour moi, il reste compliqué. Donc... Antoine, donc Renault annonce plus d'une dizaine de nouveaux modèles par an d'ici 2030, plus d'internationalisation, et ici en Europe, la fin de la construction de
moteur thermique en 2030. Ce sera fini chez Renault dès 2030. C'est ça que j'ai un petit peu de mal à comprendre parce que, et à mon avis, cet objectif est quand même extrêmement ambitieux, aussi bien que ces dizaines de lancements à l'international, parce qu'on part de vraiment de pas grand-chose. Justement, la capacité de Renault à pouvoir sécuriser de la trésorerie en vendant des voitures en Europe, ça restait sa force. Là, va falloir partir à la conquête de flux très importants. Alors, développer une dizaine de modèles par an, ils l'ont montré avec la fameuse Renault 5 électrique. À l'aide de bureaux d'études chinois, on peut aller beaucoup plus vite. Et c'était tout leur mérite, et très bien. Maintenant, faire ça à hauteur d'une dizaine de modèles par an, tout en arrêtant le thermique définitivement en Europe, il y a quand même un flou stratégique autour de Renault, surtout des délais très très courts. Et je trouve que depuis que Luca De Meo est parti, le wording a du mal à passer auprès des marchés quand même. C'est surtout beaucoup d'incertitudes et aujourd'hui elles vont être difficiles à réaliser en si peu de temps. Même si ça peut être un vrai changement, et c'est un énorme enjeu d'arriver à faire beaucoup de choses rapides, parce qu'en face, encore une fois, les Chinois notamment, ils sont là, ils vont vite, ils sont efficaces, pragmatiques, et les résultats sont là. Donc, et la clientèle est là aussi. C'est ça. Un mot de GenFit aussi, plus 5 aujourd'hui. La FDA aux États-Unis accorde au MTZ, c'est un traitement pour traiter la décompensation aiguë sur cirrhose. Voilà, une pathologie grave sans traitement approuvé. Donc la FDA lui accorde la désignation de médicament orphelin. 5% de hausse GenFit. C'est important comme annonce ? C'est une bonne nouvelle, ça c'est sûr pour la valeur. C'est un secteur qui est compliqué à analyser, donc toujours sur ces secteurs-là, ne pas hésiter à mutualiser les risques, parce qu'on est finalement avec des catalyseurs qui sont ultra juridiques, donc toujours être plutôt à investir en globalité sur un secteur, à moins de vraiment comprendre les enjeux d'une molécule ou d'une maladie qui est derrière. Sinon, privilégier toujours, quand on fait tout ce qui est biotech, medtech, ce genre de société. Ça repart un peu quand même sur les biotech, parce que autant pendant des années, faire dans la globalité. C'est trop risqué. Il y a trop de risques binaires dans ce secteur d'activité pour investir dans un titre en particulier, quand bien même c'est une très belle valeur et que c'est une très bonne nouvelle pour la valeur. Moi, je reste persuadé que pour l'investisseur, sur ces thématiques-là, c'est du fonds ou de l'ETF, mais il faut mutualiser ces risques. Aymeric Guidet avec nous, Pergam. Merci beaucoup, Aymeric.